5 mai 1969. Alors qu'ils menaient la finale 2-0 puis 3-2, les Lakers, grands favoris, ont été poussés à la 7e confrontation par les Celtics de Bill Russell. Les Lakers bénéficient de l'avantage du terrain. Le match se joue donc au Forum d'Inglewood. Tout le monde s'attend à une victoire à domicile, à tel point que le propriétaire de la franchise, Jack Kent Cooke, a commandé des milliers de ballons floqués Lakers World Champions qu'il a fait installer dans un filet au-dessus du terrain. Dans une ambiance électrique, l'arbitre siffle le début de la rencontre. Et ça démarre plutôt mal pour les Lakers. À cause d'un manque d'efficacité au shoot, ils accusent déjà un retard de 12 points à la fin du premier quart. Et malgré une réduction de la marge à 3 points à la mi-temps, les Lakers perdent pied à l'entame de la deuxième manche. Les deux équipes démarrent donc le dernier quart sur le score de 91-76 en faveur des Celtics. Rapidement, Wilt Chamberlain commet sa 5e faute technique, l'obligeant à adoucir son jeu. Heureusement, l'équipe peut compter sur Jerry West, qui assume pleinement son rôle de leader sur le plan offensif. À 5 minutes de la fin, coup dur pour les Lakers. Alors qu'ils ne sont plus qu'à 9 points, Chamberlain se réceptionne mal et se blesse au genou. Il sort alors du terrain pour rejoindre le banc, qu'il ne quittera plus. Malgré la blessure de leur superstar, les Lakers sont en train de réussir l'impossible en réduisant l'écart à 1 point, 103-102. À 1 minute 33 du buzzer final, le remplaçant des Lakers, Keith Erickson, fait perdre le ballon à John Havlicek. L'ailier des Celtics, Don Nelson, récupère la balle et shoot. Le public retient son souffle. Le ballon rebondit sur l'arceau, s'élève haut dans les airs et retombe au fond du panier. 105-102. Après ça, les Lakers ne reviendront plus. Manque de réussite au shoot, turnover malheureux. Le match se termine sur le score de 108-106. Pour la 6e fois de sa carrière, Jerry West perd en finale contre les Celtics. Malgré cette terrible défaite, il devient le premier MVP des finales de l'histoire. Aujourd'hui, on revient sur la carrière de ce monument du basket, alors suivez-nous, c'est l'heure de mettre les mains au panier. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Les Mains au panier. Ensemble, nous revisitons les personnalités, équipes ou moments qui ont marqué l'histoire du basketball. Je suis Dimitri et pendant cet épisode, nous allons nous intéresser à l'une des figures, si ce n'est la figure, la plus emblématique de la NBA. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter mon co-présentateur, la terreur des playgrounds. Bonsoir. Salut tout le monde. Ça va ? Ça va et toi Dimitri ? Ça va super, écoute, je suis ravi de faire cet enregistrement parce que ça fait un moment que j'attendais ça et bien écoute, j'ai hâte de m'y mettre. Et oui, depuis entre-temps il s'est passé un confinement, un bébé, donc on a dû attendre un petit peu. Exactement, et nous on n'a pas la chance d'avoir une bulle sanitaire pour enregistrer, donc le masque est à côté et le gel est pas loin non plus. C'est ça. Bon écoute, je te propose qu'on rentre directement dans le sujet, dans le vif du sujet. Dis-moi, de qui va-t-on parler aujourd'hui ? On va parler de Jerry West, le logo. Et qui est donc ce fameux Jerry West, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas ? Alors, Jerry West, c'est quelqu'un qui fait partie du début de la NBA, puisqu'il a commencé sa carrière dans les années 60, et c'est quelqu'un qui vient du Midwest américain, puisqu'il a grandi dans le petit état de Virginie, où il est devenu très doué dans son lycée. Il faut noter que des records universitaires tiennent toujours et appartiennent à Jerry West, tout ce temps après, donc c'est quand même une performance remarquable. Ouais, j'ai vu qu'il était issu d'une famille de 6 enfants, où il est le 5e, et il n'a pas une enfance très joyeuse parce qu'apparemment papa lui fout un peu sur la gueule à l'occasion. Donc voilà, on est déjà dans une bonne ambiance pour démarrer sa vie. C'est ça. Et donc du coup il se réfugie un peu dans le basket pour échapper à son quotidien un peu horrible, quoi, on peut le dire. Mais je crois que c'était une bonne idée, il a bien fait. Je pense que bien lui en a fait, quoi. Exactement. Du coup, est-ce qu'on peut revenir brièvement sur ces années universitaires au bon Jerry ? Alors, ces années universitaires, oui, on peut. Il faut que je retrouve mes notes. Moi, je peux commencer, du coup, en fait, grâce à ces performances que tu évoquais au lycée, il y a 60 universités qui l'approchent, donc on sent que c'est un des prospects les plus en vue du circuit universitaire.
Mais lui, il fait le choix de rester dans son état de naissance, donc il s'engage à la West Virginia University, à Morgantown. Et du coup, lors de sa première saison, il va débuter les 28 matchs que jouera son équipe. Donc directement, il devient un starter dans son équipe, même s'il n'a pas la production qu'il va avoir dans les années suivantes. Ah oui, 26 victoires, 2 défaites. Ouais. C'est ça, Il commence déjà son habitude de perdre dans les derniers tours des finales, mais malgré tout, il y a quand même des très belles stats. Ouais. 160 points en 5 matchs, donc 32 de moyenne en NCAA, c'est un record, c'est pas mal du tout. 38 points, 11 rebonds dans la défaite en finale face à l'Université de Californie, 71-70, une fois encore, c'est un peu le pouli d'or de la NBA, c'est ça. Jerry West. Complètement, ouais. Heureusement qu'il n'est pas monté sur un vélo parce que... Mais c'est un personnage tellement attachant, voilà. 17 records de Jerry qui tiennent toujours aujourd'hui, ça je trouve que c'est quand même incroyable pour un mec qui a fait du basket dans les années 60, qui a vu passer après des types comme Jordan, LeBron James. Ouais, c'est fou. C'est quand même épatant. Et d'ailleurs, je crois que son fils a joué aussi dans la même université. Donc son fils, il n'a pas eu la carrière qu'a eu Jerry après en NBA. C'était difficile, mais ouais. Mais ouais, son fils a joué aussi dans la même université. Moi, j'ai remarqué un truc. Bon, c'est complètement par hasard, mais son record de points marqués sur un match à l'université, c'est de 44. Ce qui est son numéro après. Bon, ça n'a aucun rapport, mais j'ai trouvé ça marrant comme petite anecdote. Oui, je pousserai aussi que 44, c'est ton département de naissance. Alors, tout à fait, représente. West Coast. Très bien, bah écoute, je pense qu'on a déjà fait le tour de sa carrière universitaire. Bon, en gros, déjà on sent les prémices de ce qui va lui arriver par la suite. C'est quelqu'un qui pue le basket, on peut le dire. Qui pue le basket et qui a beaucoup de difficultés en finale. Donc du coup, grâce à ses bonnes performances universitaires, notre bon Jerry est sélectionné dans l'équipe nationale pour participer aux Jeux Olympiques de 1960. Et oui, puisqu'à l'époque, pour le basket, on faisait, en tout cas pour les Jeux Olympiques en général, il n'y avait pas de professionnels, c'était uniquement des amateurs, et les Américains envoyaient toujours leurs universitaires, jusqu'en 1988. C'est ça. Du coup, en 1960, on est dans une équipe complètement incroyable, puisque... En fait, on a la meilleure équipe de basket amateur jamais assemblée, quoi. Ouais, ils dérouillent absolument tous leurs adversaires avec des écarts qui sont comparables à ceux de la Dream Team. Donc voilà, ça place l'équipe. Bon, après, le contexte, 1960, c'est vrai que le basket, c'est encore un sport mineur, mais quand même, c'est très impressionnant. Bah surtout qu'après, on voit, faut voir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'équipes en NBA. En 1960, il y avait 8 équipes, il me semble. Ouais, la ligue, il y avait plusieurs ligues qui travaillaient pas ensemble, justement. Donc, il y avait des équipes éclatées un petit peu partout. Et la NBA, c'était encore qu'un tout petit truc. C'est ça. Et quand on regarde cette équipe d'amateurs, là, il y a 10 joueurs qui vont évoluer quand même en NBA. Les 4 rookies de l'année consécutive. Et 3 membres des 50 meilleurs joueurs de l'histoire, donc on est quand même sur une équipe bien chargée, quoi. Et du coup, l'équipe a même été intronisée au Hall of Fame en même temps que la Dream Team, donc c'est vraiment... tu sens que c'est les deux plus grandes équipes olympiques. Ouais, il faudra rajouter la Redeem Team dans quelques années, mais ouais. Ouais, et puis aussi, je suis tombé là-dessus, mais l'équipe, la Dream Team 2 était pas mal aussi dans le genre. À 96, oui, non, ils sont solides. Il y avait du level. C'était pas que des peintres, par rapport à ce qu'ils nous ont envoyé à la Coupe du Monde et qu'on a sorti en quart de finale. Ouais, c'est vrai que... Le niveau était tout autre, ouais. Mais je pense qu'ils vont revenir très fort, là, par ego. Ah bah toujours, quand ils sont piqués dans leur ego, les Américains, ça fait très très mal après. Mais sauf pour ce brave Jerry, et on va le voir de suite, je crois. Du coup, en 1960, les Lakers de Minneapolis sortent d'une mauvaise saison, avec 25 victoires pour 50 défaites, donc on n'est pas sur une saison brillante. Et du coup, ils finissent avec le deuxième pire bilan, ce qui va leur permettre d'obtenir le deuxième choix de draft, choix qu'ils vont utiliser pour récupérer notre bon ami Jerry. Et... Du coup, pendant les playoffs, les Lakers de Minneapolis déménagent à Los Angeles pour pallier à la chute de fréquentation des 5 dernières années qui a vu la franchise. Le propriétaire de l'époque, Bob Short, qui est un jeune entrepreneur, il prend cette décision en s'inspirant des Dodgers, l'équipe de baseball qui a déménagé de Brooklyn à LA en 58 et qui est devenu un énorme succès. Ouais. Du coup, l'équipe devient la première équipe de la côte ouest. Donc... Bah oui, si vous vous étiez jamais demandé pourquoi les Lakers s'appellent Lakers alors qu'il n'y a pas de lac à Los Angeles, c'est tout simplement parce que l'équipe à la base vient de Minneapolis.
Une région où il y a beaucoup plus de lacs. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'on fera un jour un épisode sur George Mikan, si, à l'occasion. Voilà, tu veux remonter encore plus dans la DeLorean. La première superstar. Du coup, le 19 octobre 1960, Jerry est prêt à démarrer sa carrière professionnelle contre son ancien coéquipier olympique, puisque les Lakers affrontent les Cincinnati Royals d'Oscar Robertson. Ah oui, un autre joueur très talentueux qui était le seul à faire ses saisons en triple-double jusqu'à ce que Russell Westbrook ne s'y mette. Et ouais, un joueur de légende. Exactement. Écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite, du coup, sur sa carrière NBA. Bah oui, tout à fait, c'est là que le plus intéressant arrive. Écoute, là, je me suis imprimé la feuille de stats pour sa carrière en saison régulière, et franchement, c'est impressionnant. Je sais pas si t'as vu ça, mais ça fait... ça fait beaucoup de points à l'arrivée, 25 192 répartis sur... Combien de saisons au total? J'ai regardé en fait dans le classement, je me suis mis à regarder dans le classement des meilleurs marqueurs. C'est le premier marqueur avec moins de 1000 matchs dans la liste en fait. Ouais, ça donne une idée du volume. C'est ça. C'était un croqueur, tout à fait. Surtout que quand tu mets dans le contexte où il n'y avait pas de ligne à 3 points, donc c'est un shooter extérieur. Il fallait enquiller les points, tout à fait. C'est ça. Bon, du coup, dis-nous-en un peu plus sur Jerry. Quel type de joueur c'est notre bon ami? Alors, Jerry, donc, il jouait ailier à l'université, puis finalement en arrivant à NBA, il devient arrière. C'est un shooter qui est assez prolifique. D'ailleurs, à tel point qu'on va lui donner le surnom de Mr. Outside. Oui, du coup, c'était sa propension à tirer de loin, sans aucun doute. C'est ça, c'était un surnom qu'on lui a donné en partenariat avec Elgin Baylor, qui était Mr. Inside. Donc, du coup, on avait le duo. L'alternance, comme ça, exactement. Et puis, c'est aussi quelqu'un de caractère. Je pense que c'est lié à son enfance avec son père qui lui rentrait dedans. Ça l'a formé et c'est devenu un leader. Donc, quand Baylor est appelé pour intégrer la réserve de l'armée, c'est lui qui prend les rênes de l'équipe. Ouais, ça, j'ai trouvé ça assez fou. Cette période, il quittait la NBA pour faire l'armée, quoi. Les années 60. Ouais. Heureusement, la réforme est passée par là. C'est ça. Et du coup... notre bon ami Jerry est un talent plutôt explosif. Ah oui, alors il a un record de 63 points contre les Knicks. Les Knicks toujours dans les bons coups. Les Knicks toujours dans les bons coups, c'est ça, en 1962. Une victoire 129 à 121, c'est assez étonnant de voir des scores aussi prolifiques là, pour ces années-là où on peut se dire que le basket étant moins professionnel, les joueurs étaient sans doute moins efficaces, moins talentueux, donc les scores allaient être un peu moins élevés. En fait, pas du tout, il en est rien. Donc voilà, 63 points, 22 sur 36, 19 sur 22 au lancer franc. Donc Jerry, c'est un mec qui attaque. Et il est pas maladroit en plus. Voilà, c'est ça, il se lâche. Et en plus, il est clutch, d'où son deuxième surnom, Mr. Clutch. Et oui, surnom qui va garder toute sa carrière. Mais c'est pas vraiment pour ça qu'on le connaîtra, on en parlera juste après, je pense. Oui. Il paraît aussi que notre bon ami Jerry est perfectionniste. Il est perfectionniste, tout à fait. Il est motivé par une volonté implacable de réussir. Des années après un match où il a mis 16 paniers sur 17, mis 12 lancers sans en rater aucun, récupéré 12 rebonds, fait 12 passes et fait 10 blocs, West a déclaré défensivement, du point de vue de l'équipe, je n'ai pas eu l'impression d'avoir très bien joué. Voilà, ça donne une idée du bonhomme. Exactement. Donc notre bon ami est toujours dans une quête perpétuelle pour s'améliorer. D'ailleurs, c'est ce qui lui fera dire quand année où il va remporter son seul titre, qu'il a été absolument horrible pendant ces finales. Jamais satisfait, quoi. C'est ça. Il paraît aussi que Jerry possède une qualité, il est tenace. Ouais, il a une tolérance à la douleur absolument légendaire. Il est pas très très athlétique. En même temps, c'est les physiques des années 60, c'est pas encore bodybuildé c'est ça. À ce point-là. Mais il a effectivement une grande ténacité. Il s'est cassé le nez au moins 9 fois. Mais ouais, en fait, il se casse le nez, il continue à jouer et... Ça donne 19 sur 22 au lancer franc sur son record face aux Knicks. Voilà ce qu'il en coûte d'aller se frotter dans la peinture et de récupérer des lancers. Donc Jerry, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. 9 fois, et je crois qu'il est allé 9 fois en finale aussi. Exactement. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Dis-nous, il paraît aussi que malgré tout cette ténacité, ce perfectionnisme, ce talent, il est aussi très apprécié des joueurs. Ouais, après une énième finale perdue contre Boston, une finale un peu crève-cœur cette fois-ci, celle de 69, c'est John Havlicek qui est allé vers Jerry pour lui dire « Jerry, je t'aime ». Ça en dit long sur le caractère du bonhomme. Surtout John Havlicek, qui est quand même un joueur mythique aussi de cette période.
Et si on parle même plus récemment, puisque Jerry a aussi continué sa carrière bien après sa carrière de joueur, il a passé sur le banc de coach et il a été general manager. Il a eu des mots extrêmement touchants au moment du décès de Kobe Bryant, avec qui il entretenait une relation très très particulière. Ouais. Donc ouais, oui, c'est un grand cœur de la NBA. C'était touchant de voir son interview qu'il a donnée. Il parlait de son fils. Il était vraiment en deuil, quoi. C'était horrible. Ouais. Écoute, sur ces belles paroles, je te propose qu'on évoque le fait que Jerry West, malgré tout ce qu'on vient de dire, est un joueur sous-apprécié. Et oui, parce que qui dit années 60 dit aussi d'autres monuments du basket. On pense à Bill Russell, on pense à Chamberlain, on pense à Oscar Robertson, qui ont absolument squeezé tous les titres de MVP, etc. Et donc Jerry a dû se contenter des miettes. Bon, c'était un faire-valoir de très très bonne valeur, hein. C'est aussi ce qui fait la renommée de ceux que j'ai cités précédemment, mais voilà, du coup il est un petit peu sous-apprécié parce que lui et Baylor, ils galèrent un petit peu, ils perdent un petit peu tout le temps en finale. Donc, c'est ça, ouais. Et puis, malgré tout, il est quand même All-Star chaque année de sa carrière. Donc, ouais, ça c'est quand même balèze. Et il est nommé 10 fois dans la All-NBA First Team, donc encore une fois, sur une carrière qui est pas beaucoup plus longue que 10 ans, c'est quand même impressionnant. Et 4 fois dans la All Defensive. Sachant que cette récompense est apparue seulement 5 ans avant sa retraite, donc on peut imaginer que c'était pas dans ses années les plus productives ni dans ses années les plus tenaces en défense, donc on peut très bien supposer qu'il en aurait eu beaucoup plus si la récompense avait été donnée plus tôt. Ouais, et puis il est toujours régulièrement dans les top 10, hein, que ce soit pourcentage au lancer franc, il a été 8 fois, scoring 7 fois, assist 7 fois, pourcentage au tir 4 fois, meilleur scoreur de la saison 69-70 avec 31,2 points par match, et meilleur passeur en 71-72. Donc Jerry n'était pas qu'un croqueur, non, il savait aussi faire des passes. Exactement, ça on sent sur la fin de sa carrière qu'il s'est un peu reconverti en passeur, surtout avec le talent de Guy Goodrich qui complétait le roster. Et donc un autre trait qui vient compléter la fiche d'identité de notre bon Jerry, c'est que c'est un homme des playoffs. Et ouais, c'est le genre de bonhomme qui arrive à se transcender pendant les playoffs, qui arrive à monter son niveau, ce que des joueurs comme Paul George aujourd'hui n'arrivent plus à faire. Tout de sa taille, quoi. Et ouais, sur un nombre comparable de matchs en playoff, seul Jordan a une meilleure moyenne de points par match. Donc quand on cite Jordan et les playoffs, je crois qu'on a tout compris. Hein. C'est ça. En fait, quand tu regardes un peu les stats, en fait, des joueurs qui ont fini leur carrière, il n'y a que Jordan. Il y a aussi Allen Iverson qui est devant, mais il n'a pas du tout un nombre comparable. Il a 70 matchs, je crois, alors que Jerry en a presque pas loin de 200. Donc, ouais. Et si on compare au niveau actuel, en fait, c'est assez fou quand tu regardes les statistiques, même en saison régulière et en play-off. En fait, le seul qui arrive, qui a une ligne de stats similaire, c'est Kevin Durant. Donc, on se place quand même sur un. Et d'ailleurs, je crois pas qu'on ait évoqué les mensurations de Jerry, mais c'est pas du tout une tarentule comme Kevin Durant, justement, ce qui rend le truc encore plus impressionnant. Je vais voir si on a ça. Je crois pas qu'on l'ait évoqué, mais oui, effectivement, c'est pas un joueur, on l'a dit, hein, c'est pas un joueur athlétique, c'est pas un joueur qui brille par ses capacités physiques, il a juste un talent incroyable, quoi. D'ailleurs, si on regarde des images, son shoot est super beau, quoi. Je peux te dire, dans les années 60, ils avaient pas forcément les mêmes techniques qu'aujourd'hui. Et malgré ça, franchement, c'est hyper beau à regarder. Je sais pas si t'as vu quelques petites images. Il y a des belles cloches, ouais. Même son petit shoot de l'autre côté du terrain, là, en clutchitude absolue. Ah oui, c'est qu'il avait fait ça aussi, lui. Écoute, c'était la folle époque, ça. C'est ça. Écoute, après tous ces playoffs, notre bon ami... on peut peut-être parler de sa retraite rapidement. Ouais, 1974, donc 36 ans. Et il prend sa retraite en étant le 3e scoreur le plus prolifique. Donc c'est savoir tirer sa révérence au bon moment, hein, puisqu'il part quand même au sommet. Donc 25 192 points en 932 matchs, moyenne de 27 points par match en carrière, ce qui en fait le 4e joueur. Le 4e joueur retraité. 4e, 27 points par match, 4e. Ah oui, la meilleure moyenne pour un joueur retraité, juste derrière Michael Jordan, Chamberlain, Baylor. Et dans les joueurs actuels, il n'y a que LeBron qui est devant. Ouais, pour l'instant. Faut voir si LeBron continue 4-5 ans, ça va peut-être faire baisser sa moyenne et il va peut-être repasser derrière. Mais bon, pour l'instant, quand tu te places au même niveau que LeBron en moyenne de points par match... Depuis tout à l'heure, on le cite aux côtés de joueurs qui sont absolument extraordinaires, donc ça dit bien ce qu'il est, quoi.
Écoute, pour résumer en quelques mots, je pense qu'on peut dire que c'est un jump shot redoutable, un défenseur tenace, perfectionniste, confiance inébranlable et une volonté de victoire énorme, ça on va y revenir. L'un des tout meilleurs guards de l'histoire de la NBA. Amen. Ouais, son palmarès, champion en 72, MVP des finales en 69, le pauvre a eu cet affront d'être le seul MVP des finales à avoir perdu une finale, parce que c'était l'année de création du trophée. C'est ça. Malheureusement. Et d'ailleurs, aucun joueur ne surnageait de l'autre côté. D'ailleurs, il a milité pour que ça n'arrive plus, parce qu'il a dit que c'était le pire trophée individuel qu'il ait jamais reçu. Ouais, ça, pour l'anecdote, ça a failli arriver à LeBron en 2015, l'année où André Iguodala remporte le titre de MVP des finales, mais c'était LeBron qui crevait l'écran absolument dans toutes les catégories statistiques, mais heureusement non, les journalistes lui ont pas fait ce cadeau empoisonné de le récompenser comme ça. Clair. Mais en même temps, tu vois, quand j'y réfléchis, comment tu peux être le joueur le plus valuable si tu fais pas gagner ton équipe, puisque la finale c'est juste ça, tu vois. Exactement. Encore en saison régulière, tu peux comprendre qu'un joueur arrive à par exemple qualifier son équipe en play-off et soit le plus valuable de la ligue. Mais en finale, si tu gagnes pas, si tu fais pas gagner ton équipe, pour moi, ça paraît logique, tu vois, que tu puisses pas l'être. Ouais, mais comme c'était la première fois qu'il le récompensait, à mon avis, il crevait tellement l'écran sur le terrain, les autres devaient avoir l'air de chèvres à côté de lui que forcément, ils se sont dit, tant pis, il n'y a que lui, quoi. Pour avoir vu quelques images du dernier match, c'est vrai que alors que t'as à cette époque-là Chamberlain dans l'équipe, tu vois que Wes Anderson, tu vois que Jerry West. Franchement, il est partout, il est en défense, il est en attaque, il est incroyable, quoi. Ouais. Bref, on a redit un peu. Champion 72, MVP 69, et puis 14 fois NBA All-Star, 10 fois NBA All-Star Game MVP en 72, 10 fois dans la First Team, 2 fois dans la Second Team, 4 fois dans la Defensive Team, First Team, 1 fois dans la Defensive Second Team, Scoring Champion en 70, Assist Leader en 72. Il fait partie de l'équipe anniversaire, ouais. Dans les 2 équipes anniversaires. 35-50. Et puis bien sûr, son numéro 44 retiré des Lakers et de son université, bien entendu. Et puis il a été MOP du Final Four aussi, ça c'est pas mal, en 59. All-American 59-60, bon bref, c'est un bon CV, quoi. Ouais, numéro retiré par son université, et ça c'est que sa carrière de joueur, quoi. Ouais, et j'ai vu un truc assez marrant, c'est que en fait son lycée, alors je sais plus le nom exact, mais dedans il y a East High School, ou je sais pas exactement. Et en fait, en 2002, ils ont décidé de renommer renommer pour un jour par an le lycée West. C'est quand même marrant, quoi. Tu te dis, après toutes ces années, il garde encore cette aura. Ouais, et les Américains sont très très forts pour faire vivre les légendes comme ça. C'est ça. Plus récemment, il a quand même reçu le Presidential Medal of Freedom, donc c'est un peu l'équivalent de notre Légion d'honneur en France, des mains de Trump. Ouais, bon, ça c'est un accident de parcours, mais après tout, c'est... C'est ça. Écoute, ça peut arriver, ouais. Je te propose qu'on évoque, vu que notre ami est l'homme des playoffs, je te propose qu'on évoque sa carrière en playoffs jusqu'à l'année 71, qu'on va détailler un peu plus. Et ça marche, on commence par l'année 62, donc premier affrontement en finale contre l'Ogre Vert, puisqu'il faut le rappeler, les années 60, c'est les Celtics qui vont absolument tout manger. On est dans sa saison sophomore, donc déjà en deuxième année de playoff, en deuxième année dans le championnat, Jerry arrive en finale, donc c'est déjà... Il mène déjà son équipe, ouais, tout à fait, à une finale, ce qui est très très fort. Puis rebelote en 63, deuxième finale à nouveau. Une fin de saison compliquée puisqu'il s'était blessé. Il rate les 7 dernières semaines de la saison régulière, et puis les Lakers qui s'inclinent à nouveau en 6 matchs. Et à chaque fois, c'est des séries plutôt serrées, parce que la première se termine en Game 7 avec une égalité à 100 partout à 5 secondes à jouer, avec la possession des Lakers en plus. Mais malheureusement, Frank Selby a raté son shoot et les Lakers en perdent en prolongation. Donc on est déjà on sent déjà les prémices de quelque chose... C'est l'homme des destins cruels et des désillusions. C'est ça. Une autre désillusion, c'est 64, une année plus compliquée, puisqu'ils se font sortir dès le premier tour par les Hawks. C'est un petit accident de parcours, mais en 65, c'est le retour. Il me semble que d'ailleurs c'est l'année où c'est les Hawks qui gagnent le titre contre les Celtics, il me semble. Je suis pas sûr. Je crois pas que les Celtics aient perdu. Si, ils ont perdu avec Bob Pettit, justement. Premier MVP de l'histoire.
Enfin bon, bref, je ne sais plus exactement, donc je ne vais pas dire de bêtises. Ouais. En tout cas, ça nous mène au playoff de 65. Ouais, il porte l'équipe puisque Elgin Baylor n'est pas là. Donc, premier tour contre les Baltimore Bullets, game 1, 49 points, qui mène les Lakers à la victoire. Game 2, 52 points, on est bien. Game 3 et 4, les Bullets remportent leur match malgré 44 points et 48 points de West. Donc là, il fait de la grosse série. Et puis finalement, match 5, puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque, les premiers tours se jouaient au meilleur des 3. Donc 42 points dans une victoire assez serrée, 117-115. Donc West, 46,3 points de moyenne. Je crois que ça ne tombera pas. C'est ça, c'est un record. Ah, quoique, attends, avec le Doncic, là, ce qu'il nous a fait, un de ces quatre. Ouais, puis Donovan Mitchell aussi, c'est vrai qu'il y a eu quelques duels de gros scoreurs, d'ailleurs très prolifiques cette année, duel entre Jamal Murray et Donovan Mitchell, qui ont dépoussiéré aussi pas mal de records, mais je crois que celui-là, pour un joueur, il est absolument irréel. Et quand tu regardes sur la campagne de playoff complète, donc là, Jerry a quand même été au final, donc c'est une séance, enfin c'est une série, une campagne vraiment complète, quoi. On peut pas faire mieux, quoi. Ouais. Il est sur une moyenne de 40,6 points. Donc c'est tout simplement la meilleure moyenne sur une campagne de playoff derrière MJ, qui est à 43,67 en 86, mais sur seulement 3 matchs. Seulement sur 3 matchs, donc ça veut dire qu'il s'est fait sortir vite C'est ça, puis forcément, plus t'avances, plus la compétition est difficile. Et plus les défenses se resserrent, donc plus c'est dur, donc c'est absolument irréel ce record. Je sais pas si ça a été égalé ou battu, peut-être par Chamberlain ou... non, c'est vraiment la seule... Ou un autre animal comme ça. Mais le seul qui a une meilleure moyenne sur une campagne de playoff, c'est MJ, et comme on dit, sur 3 matchs, on peut pas vraiment comparer la performance. Quoi. Là, c'est... une très belle année 65, mais qui se solde à nouveau par une défaite en finale. Et oui. Ce qui fait 3. Et il y en aura d'autres encore. Playoff 66, nouvelle confrontation en finale poussée au match 7. Et manque de réussite pour Monsieur Inside et Monsieur Outside, 95-93 à 4 secondes de la fin. Les Celtics ne craquent pas et battent à nouveau les Lakers. Nouvelle désillusion. Et de 4. Voilà. Je pense que le moral est un petit peu au plus bas, puisqu'en 67, c'est un sweep au premier tour, mais une saison qui était marquée par les blessures pour West. En fait, ce qui est assez fou, c'est que quand tu regardes les Lakers de cette période, chaque fois qu'il y a une mauvaise campagne de playoff, Jerry West est un peu blessé ou il est pas présent, quoi. Donc tu sens que c'est quand même une pièce essentielle à cette équipe, quoi. Ouais, c'est le leader de l'équipe. Et puis en 68, nouvelle finale, Lakers-Celtics. Et encore une fois, ils sont trop courts. Et là, ils comprennent que s'ils veulent gagner, il va leur falloir quelqu'un opposé à Bill Russell dans la raquette. Et donc, c'est le moment où on va voir arriver un autre animal qui s'appelle Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain qui est bien content de retourner en Californie, puisqu'il a très apprécié son passage... Chez les Sixers. Oui, chez les Sixers, mais surtout en début de carrière en Warriors, qui avait déménagé avec lui à Oakland. Je pense à San Francisco à l'époque, mais bon, c'est kiff-kiff. Hein. Je sais pas s'ils ont déjà été à San Francisco. Au tout début, c'était au tout début de leur expérience californienne, c'était à San Francisco. Mais là, ils y retournent. Là. En tout cas, Wilt avait bien aimé avec sa vie fast. Enfin bon, bref, on évoquera ça peut-être dans une autre émission. Regarde pas. Exactement. En tout cas, on arrive en play-off en 69 avec les grands favoris, les Lakers, qui sont renforcés par le grand Wilt. C'est ça, on a quand même une armada qui est sur le papier ultra favorite. Et malheureusement, la finale à nouveau est perdue. Dans un des plus grands upsets de l'histoire de la NBA. C'est clair. Bon, là, on peut que féliciter les Celtics parce qu'ils reviennent de loin, puisqu'ils se sont qualifiés avec la dernier seed dans la compétition, et ils finissent par faire upset sur upset et puis amener les Lakers en match 7, et voilà. Et donc c'est toujours pas la bonne année pour notre Jerry. Nouvelle tristesse pour Jerry. 1970, il est toujours à porter l'équipe, puisque Wilt est pratiquement out pour l'ensemble de la saison. Et dans la série contre les Knicks, au final, West va mettre un des shoots les plus clutch de l'histoire en marquant un panier à l'autre bout du terrain pour prolonger le match. Je vous invite à aller chercher ça sur YouTube, il y a des images, c'est incroyable. Il est fou son shot, quoi. Et le pire, c'est que tu sens qu'après l'avoir mis, il le savait qu'il allait le rentrer, quoi. Tu le vois, t'as tous ses coéquipiers qui sont là, waouh, incroyable et tout, et puis lui, il est juste, ok, on continue, quoi. Et oui, il y a encore un match à terminer, mais d'ailleurs, ça ne suffira pas puisque les Knicks vont remporter le match, puis la série. Et West déclarera plus tard que c'était quelque chose de magnifique, mais gâché. Ouais, c'est clair. Une autre finale, un autre upset. Et là, je crois qu'on a fait le compte, là. Il a dû manger tout son pain noir, il va enfin connaître
La célébration en 71 peut-être. Ce qui est fou, c'est que en fait West, à l'entame de cette saison, il se sent pas très bien. Il a encore quelques petites blessures qui viennent le gêner. Et là, on a quand même un autre animal qui vient de débarquer dans la ligue en la personne de Lou Alcindor, futur Karim Abdul-Jabbar. Donc déjà, c'est déjà une superstar qui crève l'écran, quoi. Et surtout qu'il vient se faire, les Bucks reçoivent Oscar Robertson. Donc là, ils ont monté une équipe de contenders sérieux, quoi. Et oui, et tellement sérieux que en play-off, les Lakers vont se faire sortir. Exactement. Mais ça nous mène à la saison historique de 71-72. Exactement. Écoute, je te propose que l'on détaille cette fameuse saison. Puisqu'elle est quand même assez incroyable. Oui, puisque c'était la saison. Alors, il s'est posé la question à la fin de la saison 71, est-ce que je m'arrête, est-ce que j'y retourne à 33 ans? Il pense à la retraite, il a ses petites fractures du nez, de la main, et puis émotionnellement, il est un peu épuisé par cette décennie 60 qu'il a vu perdre à de nombreuses reprises. Et finalement, il prend la décision. Finalement, l'amour du jeu est plus fort et il y retourne. Il a eu raison. Écoute, il a eu raison, puisque Will Chamberlain re-signe aussi, tout le monde rempile. Et là, on va assister à une saison historique. Et puis il y a le chat noir aussi qui s'en va, Elgin Baylor. 0/8 en finale, je crois que c'est le pire ratio de l'histoire. Et surtout que notre bon ami décide de prendre sa retraite après 9 matchs, donc il commence quand même la saison, et en fait, au final, les Lakers font pas un très très bon début de championnat. Et je crois qu'ils perdent leurs 4 premiers matchs, un truc comme ça. Ouais, et puis alors là, après, il y a une espèce de série qui va se mettre en place de 33 victoires consécutives, qui est juste la plus longue série encore en cours. Exactement. De victoires consécutives en NBA. Ça avait été approché il y a quelques années par le Heat qui avait fini à 27, je crois, ou 28. Et les Warriors l'ont battu ou l'ont égalé, mais à cheval sur 2 saisons, donc ça ne compte pas. Exactement. Donc 33 victoires, la série la plus longue. Donc 39-3 à la mi-saison, ce qui est absolument énorme. Énorme. Et ils finissent à 69 victoires pour 13 défaites. C'est à peine moins bien que les Bulls de 96. Ouais, mais à l'époque, c'est la meilleure saison. Tout le monde les pense invincibles. On sent bien que là, s'il y a une année pour les Lakers, c'est celle-là, quoi. Ouais, tout à fait. Et West, malgré son âge, il est toujours aussi efficace puisqu'il tourne à 25,8 points par match. Meilleur passeur de la ligue avec 9,7. D'ailleurs, on l'a dit au début, mais il finira vainqueur du trophée de meilleur passeur sur cette saison. Exactement. Pour une dernière, c'est quand même sympa. Du coup, pour cette équipe all-time, direction les playoffs. Ouais. Et il commence leur campagne avec un bon gros sweep contre les Bulls, qui jouaient à l'ouest à l'époque. Exact. Puis battent le champion en titre, les Bucks, en 5 matchs, et ils se retrouvent face aux Knicks pour un remake de la finale. Ouais. Les Knicks remportent le premier match, donc ça commence pas très bien. On se dit, oh là là, ça recommence, ça se répète encore et encore. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire les Lakers ? Mais pas cette fois, puisque les Lakers réagissent et les Knicks ne gagneront pas un match de plus. Donc la série va se finir avec 4-1. Donc c'est un petit peu une leçon pour ces Knicks-là. Et Jerry va pouvoir jubiler, puisque ça va être son seul titre. Malheureusement, ça sera aussi les pires finales de sa carrière. C'est ça. En plus, les Knicks, à l'époque, il y avait une équipe pas dégueulasse, puisqu'ils ont quand même remporté 2 titres pendant cette décennie, donc le titre de 70 et puis quelques années plus tard. Notamment avec un petit personnage, Phil Jackson, dont on reparlera peut-être plus tard, mais plutôt sur son poste d'entraîneur. Oui, on a tendance à oublier que le maître Zen a aussi fait partie des seules équipes Knicks vainqueurs. Exactement. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc il faut le souligner. En tout cas, revigoré par cette petite victoire, il prolonge 2 ans de plus, histoire de retourner une dernière fois en finale contre les Knicks. Bon, finale de nouveau perdue, donc malheureusement, il n'aura pas d'autre titre. 1 sur 9, mais l'important c'est d'en avoir remporté un. Ah, on peut dire que c'est peut-être le plus beau titre jamais fait en NBA, parce que il faut quand même un sacré acharnement pour perdre 8 fois avant d'arriver à ce titre, et puis perdre une fois derrière en plus. Mais je crois que l'accomplissement ultime de Jerry West, c'est pas tellement ses stats, c'est pas tellement son palmarès de joueur, c'est juste d'être le logo le plus iconique du monde, quoi. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Bah oui, parce que pour tous ceux qui connaissent évidemment la NBA, donc il y a toujours ce logo, cette couleur bleue, cette silhouette blanche et puis l'autre partie rouge, qui voilà, le mec qui tient son ballon, qui est en train de poser un dribble. Cette icône qui est absolument, on peut pas le dater, bah voilà, c'est Jerry, c'est lui qui est devenu ce logo-là. Ouais, c'est assez fou. Cette histoire quoi. En plus ça s'est passé pendant sa carrière de joueur, donc c'est pas un hommage Posthume, j'allais dire ouais. posthume, mais c'est pas un image après sa carrière quoi. Pas du tout. C'est que le gars, il transpirait le basket, sa silhouette puait le basket tellement que pour concurrencer la ligue ABA en 69, la NBA demande à se forger une identité visuelle très forte. Ouais, elle a pas une très bonne image à cette époque. Non, c'est que c'est une ligue où il y a beaucoup de violence, il y a des histoires de drogue, donc les commissionnaires vont se succéder pour essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans et d'en faire une machine à fric. C'est ce que David Stern réussira vraiment à faire dans les années 80, mais ouais, le coup de maître c'était ça, d'avoir déjà cette identité visuelle qui date des années 70 et qui n'a pas pris une ride. Ça, je trouve que c'est absolument incroyable. C'est fou. Du coup, le commissionnaire de l'époque, Walter Kennedy, engage le designer Alan Siegel. Donc Alan Siegel, c'est un mec qui a travaillé dans des boîtes de design aux États-Unis et qui a notamment été le superviseur de la refonte du design de la Major League de baseball. Ouais. Et en fait, si on prend le gars, c'est pas trop foulé non plus, puisqu'il a repris exactement le même concept. Exactement la même chose, et ça marche très très bien. Et ça marche très très bien, on est d'accord. Alors pourquoi il a choisi Jerry, notre bonne Alan ? Eh bien, Alan, il a contacté un ami à lui, Dick Chapp, qui était journaliste sportif, qui, dans le but de se plonger dans les photos de NBA, et il est tombé sur une photo de Jerry en train de dribbler, et il est tombé amoureux de cette photo. À l'époque, il n'y avait pas d'autre choix que de contacter les journalistes directs pour avoir des photos, puisqu'il n'y avait pas Internet. Ouais, et le produit n'était pas encore aussi démocratisé qu'aujourd'hui. La NBA, ça restait peut-être un peu plus confidentiel, mais c'est peut-être aussi ce choix de logo, de marque qui a contribué à l'essor du basket et qui a fait qu'un petit jeune comme Michael Jordan s'est dit qu'il allait faire du basket plutôt que du baseball. Peut-être, ouais. Peut-être que ça a joué. Et il y a aussi une petite polémique sur ce logo, puisque aussi à cette époque, en fait, la Ligue cherche à attirer plus de spectateurs blancs, puisque c'est un sport déjà à l'époque qui est très apprécié de la communauté afro-américaine. Et du coup, en fait, on pourrait se dire, il y avait d'autres joueurs incroyables à l'époque, Oscar Robertson, Will Chamberlain, Bill Russell, etc. Et pourtant, on choisit une des seules superstars blanches de la ligue, qui est un bon moyen d'identification pour les fans. Bon, après, ça a jamais été assumé par la NBA, mais... Ouais, puis honnêtement, quand on regarde cette silhouette, elle a pas de couleur. Ça pourrait être n'importe quel. C'est ça. N'importe quel joueur. C'est juste un basketteur et c'est ça qui est beau. D'ailleurs, la Ligue n'a jamais reconnu officiellement que c'était Jerry West le logo, puisque je pense qu'ils n'ont pas trop envie de lui payer 2-3-4 millions par an des droits d'image. Ouais, mais il en a pas besoin. Je pense qu'il est à l'abri. Écoute, je te propose, parce qu'après sa carrière incroyable de joueur, je te propose qu'on passe à sa carrière de coach. Ouais, une carrière plutôt courte, puisque 3 ans après sa retraite sportive en 76, West reprend le rôle de coach aux Lakers, un club qui ne quittera quasiment pas. Bon, sauf à la fin où il va faire des petites infidélités en passant par Memphis, les Clippers et les Warriors, mais bon, c'est une autre histoire. Donc ouais, 3 saisons à la tête des Clippers. Des Lakers, pardon, excusez-moi, les Clippers n'existaient pas encore, je pense, à l'époque. Et ouais, grâce à son coaching et son expérience, les Lakers retournent en play-off, ce qu'il n'avait pas fait depuis le départ de West, donc c'est déjà un bel accomplissement. Et sa carrière de coach, bon, c'est 145-101, c'est respectable pour une équipe en reconstruction. Exactement. Mais c'est pas là qu'il va vraiment tirer son épingle du jeu, ça va être après sur ses postes de manager. Oui, d'ailleurs, après sa carrière de coach, il quitte pas complètement le monde du basket puisqu'il devient scout, où il va aller chercher les jeunes talents un peu partout au travers des États-Unis et un peu dans le monde. Et finalement, en fait, en étant toujours dans les sphères des Lakers, il est nommé General Manager. Et ouais, en 1982, donc là déjà, quand on vous dit 1982 Lakers, vous devez penser
au Showtime, vous devez penser à Magic Johnson, vous devez penser à Abdul-Jabbar. Et ouais, l'homme qui est derrière tout ça, c'est Jerry. Exactement. Après un passage, forcément, il a quelques bagues en tant que GM sous cette période. Il vient en récupérer 3 ou 4. C'est ça. Ouais. 4, je pense même. En tout cas, il a eu plus de succès en tant que GM qu'en tant que joueur. Après un petit passage à vide au début des années 90, notre bon Jerry West entame un rebuild de l'équipe. Ouais, et je crois qu'il a le coup de nez du siècle, puisqu'à l'époque les Lakers sont dans leur rang Vlade Divac, qui est un pivot sympa, mais ce joueur va leur permettre de récupérer une pépite qui nous a quittés cette année. On parle bien sûr de Kobe Bryant. C'est Jerry West qui a fait l'échange, qui a envoyé Vlade Divac chez les Charlotte Hornets pour récupérer Kobe Bryant. Et juste avant, c'est lui qui est aussi allé récupérer Shaquille O'Neal quand celui-ci était free agent après leur finale, les finales avec le Magic. Et il va aussi recruter un bon entraîneur pour coacher cette équipe de talent. Un certain Phil Jackson, auréolé de 6 titres avec les Bulls. Exactement. Donc quand même un de ses adversaires Et un ancien adversaire, ouais, tout à fait, puisqu'il faisait partie de l'équipe victorieuse des Knicks. Exactement. Du coup, en un été... Il est pas rancunier, Jerry. Non, il est pas rancunier. Tant que ça gagne après, lui, c'est tout ce qui l'importe. Du coup, en un été, on a quand même les fondations de 3 titres au début des années 2000, donc pas mal. Bien joué, Jerry. Ouais, pas mal du tout. 3 titres au début des années 2000, plus tous ceux qui vont arriver après pour les Lakers à la fin des années 2000 avec toujours Kobe Bryant et Pau Gasol, puisqu'on peut soupçonner quand même que de son passage à Memphis, puisque après avoir été aux Lakers, Jerry West va travailler avec Memphis. Oui, d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de son passage aux Lakers, c'est un peu Phil Jackson qui va le mettre dehors, puisque en fait, Phil Jackson a une mentalité de l'équipe et doit être un peu en autarcie et ne pas subir. Après son passage aux Bulls, il essaye de protéger ses joueurs au plus possible du management. Donc du coup, il va un peu mettre West sur la touche. West qui aime bien être au contact des joueurs. On peut le voir notamment dans sa relation avec Kobe Bryant. Et du coup, un peu dégoûté de ça, parce que le propriétaire est carrément derrière Phil Jackson, du coup, Jerry claque la porte. Il décide de prendre un nouveau challenge, et en 2004, c'est pas en 2004, pardon, c'est en 2002, il prend le poste de GM chez Memphis. Memphis qui est une équipe sympatoche, qui a récupéré un certain Pau Gasol. Exactement. Un jeune européen un peu talentueux, on va dire. Oui, voilà. Voilà. Mais c'est une équipe qui squatte les fonds de la ligue depuis sa création dans les années 90. Et là, il devient GM, il nomme Hubie Brown en coach. Et ça marche de suite. Les Grizzlies rejoignent les playoffs. Et Brown est coach de l'année. Bon, malheureusement, ça stagne un peu. Ça n'arrive pas à passer le premier tour. Il n'y a pas beaucoup de victoires. Mais quand même, il y a le début de la culture de la gagne qui est instaurée chez les Grizzlies. Ouais, il manque peut-être un peu de talent à cette équipe pour passer un cap. Exactement, et le talent on va leur donner plus tard, puisque dans le trade qui va envoyer Pau Gasol chez les Lakers pour que ceux-ci complètent leur décennie 2010 par 2 autres titres, dans cet échange, les Grizzlies vont récupérer le petit frère de Pau, un certain Mark, qui va contribuer lui aussi à faire des Grizzlies une franchise absolument très très... Mince, j'arrive pas à finir ma phrase. J'allais dire incroyable, mais c'est pas vraiment le mot, c'est l'esprit grit and grind. Ouais, une équipe un peu à part dans l'histoire. Une équipe poil à gratter qui va être très très chiante à jouer. Voilà, West était un petit peu derrière tout ça aussi. Et puis bon, après ce petit passage à Memphis, notre ami Jerry rentre en contact avec quelques personnes chez les Warriors, notamment le dirigeant. C'est ça. En 2011, on l'embauche en tant qu'exécutif chez les Warriors. Donc 2011, c'est le début. Les Warriors ont commencé à retrouver les playoffs. Ils ont une base qui est talentueuse. Ils ont un certain joueur, un jeune qui s'appelle Stephen Curry, qui est un peu injury prone, qui n'arrête pas de se blesser, mais qui est tellement prometteur. Auquel ils vont associer un certain Klay Thompson, un shooter efficace, que la direction voulait échanger contre Kevin Love. Et là, notre petit Jerry va intervenir pour leur dire que c'est une belle connerie et qu'il faut surtout pas faire ça. Grand bien lui fera, puisque les Warriors, on connaît la suite, ça va battre le record des Bulls, ça va remporter 3 titres face aux équipes de LeBron James. C'est ça qui est assez fou, c'est que en fait, le plus gros loser en tant que joueur, la gagne en tant que GM.
Ses décisions, elles sont absolument incroyables. C'est lui aussi qui va permettre de récupérer Kevin Durant en lui présentant le projet Warriors. Voilà, dans ce qui était peut-être le move du siècle dans la free agency. Ah bah c'est clair. Et il est aussi derrière l'autre move du siècle, celui qui a consisté à récupérer le petit Kawhi Leonard, victorieux avec les Raptors, MVP des finales en titre, pour le faire venir dans une franchise absolument miteuse, puisqu'on parle des Clippers. Et ben non, exactement. Jerry West a réussi ça. Et d'ailleurs, il a envoyé un bon taquet aux Lakers en disant que l'équipe des Clippers était la meilleure organisation dans laquelle il avait jamais travaillé. Donc, quand tu sais que t'as passé 40 ans... Ouais, il oublie rien, Jerry. Il est comme ça, il est tenace. En tout cas, il a eu le plaisir de finir sa vie, parce qu'il n'est pas tout jeune, notre bon Jerry, mais en tout cas, il a le plaisir de finir sa carrière, du moins dans la NBA, à Los Angeles. Donc quand même, c'est le retour de l'enfant prodige, j'ai envie de dire. C'est ça, là il aura passé toute sa carrière de joueur. Il aura tout connu, mais il est intimement lié à toutes ces franchises de Los Angeles. Et ça, c'est assez incroyable de voir quelqu'un qui a commencé le basket si vieux et qui aujourd'hui encore est capable de s'effacer parce qu'il fait partie des rares légendes comme ça à admettre que oui, le jeu a changé, que oui, les joueurs actuels font des choses que eux ne sauraient pas faire. Et ça, c'est très très agréable à écouter. Ouais, et il milite d'ailleurs pour qu'il ne soit plus le logo de la NBA. Il a déjà déclaré dans les années 90 que ça devait être Michael Jordan. Et maintenant, on aimerait bien que ce soit Kobe, mais... Ah bah, une pétition a été créée, elle a été signée par Jerry aussi, je crois. Mais je crois que l'identité visuelle de la NBA ne peut pas changer. C'est trop iconique comme symbole. Après, j'écoutais des spécialistes qui disaient que ça pourrait être un énorme accomplissement. Tu pourrais avoir MVP de saison régulière et puis à la fin, tous les 10 ans, un nouveau logo qui est nommé. Ça pourrait être hyper cool, quoi. Tu te dis, j'ai été 2 fois MVP, 2 fois MVP des finales et puis logo, quoi. Ah, je sais pas, moi je trouve ce qui est rassurant dans l'NBA, c'est ça, c'est que c'est une ligue qui ça ne bouge pas, c'est la continuité exactement. On sait que la qualité sera toujours au top et je pense que ça fait aussi partie de ça, cette identité visuelle. Quelque chose qui est solide, quoi. C'est pas comme nos Ligue 1 qui changent de sponsor tous les 2 ans. Ligue 1 Uber Eats. Par exemple, ou la Ligue 1 qu'on forme juste avant. Voilà, ça donne aussi la stabilité la stabilité et la qualité du produit, quoi. Exactement. Eh bien, écoute, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, François. Merci à toi, c'était super. Écoute, on va se retrouver très bientôt pour d'autres émissions, parce que c'était vraiment agréable. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir. Depuis le temps qu'on l'attendait, c'est clair que c'était super chouette. En tout cas, vous pouvez retrouver nos actualités sur la page Facebook ou le compte Instagram de Radio Wilson Podcast. Cet épisode et ceux à venir sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, encore et les autres. En attendant, on se retrouve sur les playgrounds. Qu'est-ce que t'en penses, François ? C'est une bonne idée, mais moi aussi, je crois que je prends ma retraite. Je vais faire comme Jerry, je vais plutôt me concentrer sur... Sur le recrutement ? Exactement, ouais. Bon, allez, ciao tout le monde !